Bonjour et bienvenue à la forteresse d'Angles-sur-Langlin. Nous nous trouvons devant une forteresse épiscopale qui signifie qu'elle était tenue par les évêques. Et ici, ce sont les évêques de Poitiers qui sont à l'origine de sa création. Alors pourquoi? Parce que nous nous trouvons à plusieurs départements, dont le 86, le Poitou, mais également le Berry avec le 36 et la Touraine avec le 37, ce qui va être un rôle stratégique autour de ces départements et puis un rôle défensif puisque les évêques siégeaient à Poitiers et la ville de Poitiers va faire ériger différentes forteresses tout le long de la ville afin de se protéger, tout comme Chauvigny, Mirebeau ou Loudun. Les premiers édifices de cette forteresse datent du XIe siècle, mais c'est d'abord au niveau de la chapelle Saint-Pierre que sera réalisés les premiers édifices avec l'évêque Isambert Ier. Puis la famille Lusignan, une famille très connue dans le Poitou, qui va réaliser l'extension que l'on va découvrir ensemble à partir du XIIe siècle. On peut voir que cette forteresse a eu plusieurs vies, puisque juste derrière moi, cette porte a été creusée à l'intérieur de ces deux tours afin d'être élargie et pouvoir être placée là. Et ça, ce n'est pas l'entrée d'origine. À l'origine, nous rentrions par un pont-levis qui se situait de l'autre côté. Ici, c'est une poterne, une porte de secours qui permet de se réfugier, de se mettre à l'abri en cas d'attaque. Elle a 300 clous qui permettaient de ne pas céder en cas d'attaque. Juste au-dessus de moi, il y a un blason qui est effacé, dont on ne peut pas avoir la signification. Cependant, juste au niveau de la tour-chapelle, nous avons un blason qui est composé de 3 coquilles Saint-Jacques et une demi-molette d'éperon qui correspond à l'évêque Hugues de Combarel qui va réaliser justement cette porte. À l'intérieur, nous retrouvons différents édifices qui composent cette forteresse et là, nous allons rentrer entre la chapelle Sainte-Marie et également la tour-prison. Ici se trouve la tour Amalek qui est un des premiers édifices qui sera réalisé. Cette tour sert de guet au niveau du pont puisque la forteresse a été réalisée sur un éperon rocheux de plus de 40 mètres de haut. Et juste en contrebas, nous avons l'Anglin qui sert de douve naturelle à cette forteresse. Un pont permettait de relier la ville basse de la ville haute et cette tour permettait de surveiller les allées et venues. Cette tour est composée de 3 niveaux, dont une courtine qui permettait d'accéder à la tour prison et également de souterrains qui permettaient de s'échapper en cas d'attaque. Juste derrière moi se trouve le blason Duc de Combarel qui est composé de 3 coquilles Saint-Jacques, une demi-molette d'éperon et sa crosse d'évêque qui est représentée. Et au niveau de la porte d'entrée de la tour Amalek, nous pouvons voir inscrit un P et un J et également un compas qui seraient les représentations de la société des francs-maçons. Mais la forteresse a longtemps été abandonnée depuis la Révolution française et elle sera monument historique qu'à partir de 1926. Nous découvrons maintenant le logis. Le logis est une demeure seigneuriale où le seigneur pouvait recevoir, mais également faire la cour, la justice. Il y a aussi des cuisines à l'intérieur. Et on peut également retrouver une meurtrière et une bouche à feu pour le côté sécurité et défensif de la forteresse. Le logis n'apparaîtra qu'au XVe siècle, au moment où l'évêque Hugues de Combarel reprendra les travaux de cette forteresse. Juste ici, nous sommes dans ce qui devait être le vestibule, l'entrée du logis. Et nous pouvons voir dans les ruines de ce logis les portes de communication qui sont toujours présentes et également les niveaux. Désormais, nous nous trouvons dans la grande cour principale de la forteresse, place très importante puisque nous pouvions y retrouver les animaux de la basse-cour comme les poules pour les œufs, les pigeons pour le fumier et également les chiens de garde. Nous avions également tout un petit mini-village à l'intérieur puisque nous pouvions retrouver des artisans comme le forgeron. À l'intérieur de cette forteresse vivaient énormément de personnes qui participaient à la vie quotidienne de cette forteresse.
Derrière moi se trouvent deux monuments très importants. Nous avons la tour aux oignons, qui est une tour défensive, puisque nous retrouvons uniquement des meurtrières pour ouverture. Cette tour porte le nom de tour aux oignons aujourd'hui, puisque lorsque la forteresse est abandonnée durant la Révolution française, elle sera partagée en parcelles et la personne qui détiendra la tour aux oignons y fera sécher sa récolte d'oignons dans la pièce souterraine. Aujourd'hui, dans cette pièce souterraine, nous avons installé les cachots et nous y avons installé une cage aux fillettes. Alors la cage aux fillettes, c'est une cage de torture qui a été inventée par Jean de la Balue, qui est un cardinal né à Angles-sur-Langlin. Nous retrouvons juste derrière moi le donjon. C'est un donjon quadrangulaire très typique du XIIe siècle. Ce donjon n'est pas réalisé par les évêques de Poitiers, mais par la famille Lusignan. Et au XIIe siècle, la réalisation de ce donjon montrait la puissance qu'il pouvait avoir. Si nous regardons attentivement le donjon, nous pouvons percevoir qu'un étage est sous terre actuellement, puisque les meurtrières qui longent les remparts sont à ras-le-sol. Une partie de ce donjon est donc sous terre, sous le remblai, devait être encore plus grand et plus imposant, fièrement dressé sur la falaise. Nous avons maintenant traversé le donjon et de ce côté, nous pouvons voir qu'il a gardé son apparence de château fort. Une mâchicoulis est toujours en place qui permettait de jeter des pierres, de l'huile chaude en cas d'attaque. Et nous retrouvons surtout le blason du roi de France, surmonté de 2 dés d'argent, et également celui de Hugues de Combarel qui est surmonté d'un dé d'argent également, et ce qui montre que Angles-sur-Langlin était une place importante. Et oui, puisque durant la guerre de 100 ans, Angles-sur-Langlin sera anglais une petite partie, puisque Jean de Lebon sera prisonnier. Il va signer le fameux traité de Bretigny en 1360 afin de céder la terre du Poitou aux Anglais. C'est en 1372 que Bertrand du Guesclin va arriver à Angles-sur-Langlin et libérer la forteresse des Anglais. Avant que Jean de Lebon signe le traité de Bretigny, il va être rançonné et c'est la cathédrale de Poitiers qui sera en charge de retrouver cette somme, et elle viendra placer une partie de cette somme dans la forteresse d'Angles-sur-Langlin. Et pour terminer la visite de cette forteresse, juste derrière moi, une faille nous sépare de la chapelle Saint-Pierre. Cette faille s'appelle la tranchée aux Anglais. La légende raconte que les Anglais auraient taillé dans la roche cette faille afin de prendre d'assaut la forteresse. Et puis Bertrand du Guesclin serait repassé par cette même faille afin de libérer la forteresse. Nous pouvons donc apercevoir la chapelle Saint-Pierre réalisée au XIe siècle. Elle sera donc le premier édifice de la forteresse. Aujourd'hui, il ne reste que l'entrée de cette chapelle, mais il y avait toute une tour et un petit logis qui permettait aux évêques d'y passer quelques jours. Au XVe siècle, Angles-sur-Langlin deviendra une baronnie, et grâce à la restitution d'une maquette par l'association Pierre d'Ancre, nous avons donc pu modéliser le village, la forteresse et l'abbaye Sainte-Croix. Ce que nous pouvons voir, c'est que tout le village était fortifié et uniquement 3 entrées permettaient d'accéder au village, avec la porte vicoise, la porte blancoise et celle de Saint-Pierre de Maillé. Le pont, on peut également voir qu'il est légèrement décalé par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'il passe derrière l'abbaye Sainte-Croix et non devant. Au niveau de la forteresse, la totalité des éléments sont représentés, puisqu'au XVe siècle, tous les éléments sont présents, comme également le logis, qui est un des derniers monuments qui sera réalisé. Au niveau du centre du village, nous pouvons retrouver les petites halles qui permettaient donc de réaliser la Saint-Christophe, la Saint-Matthieu et tous les marchés quotidiens.